L'Église sénégalaise apporte des précisions par rapport à la décision annoncée hier par le pape François de bénir les couples de même sexe. Vous entendrez l'abbé Alphonse Biram Ndour tout à l'heure. Et puis dans l'actualité économique, la publication ce mardi des comptes extérieurs du Sénégal. La balance courante reste déficitaire, mais le gap devrait diminuer nettement en 2024 grâce aux exportations de gaz et de pétrole. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des défis et perspectives du mouvement syndical au lendemain de la publication des résultats définitifs des élections générales de représentativité des centrales syndicales. À la mise en onde d'Abdoulaye Diop. Mais d'abord, cet accident, Tambacounda, la route a encore fait des victimes. Un véhicule de la gendarmerie nationale avec à son bord des éléments du centre de formation routière s'est renversé entre Koumpentoum et Tambacounda. Le bilan fait état de 8 blessés, dont 4 graves dans un état critique. Ils sont évacués à Dakar. Papousseinou Diallo. C'est un véhicule de la gendarmerie nationale qui transportait des éléments du centre de formation routière qui s'est renversé à hauteur de Malemniani dans le département de Koumpentoum. Du fait de la violence du choc, 8 blessés ont été enregistrés, dont 4 sont dans un état critique. Alertés, leurs collègues de la brigade de Koumpentoum en compagnie des éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Tambacounda se sont déployés sur les lieux. Mis au parfum de la situation critique des blessés, les autorités ont donné des instructions d'acheminer immédiatement les blessés sur Dakar. Il résulte des premiers éléments de l'enquête que cet accident est causé par les nivellements constatés à plusieurs endroits entre Koumpentoum et Tambacounda, une situation que déplorent les usagers. Tambacounda, Pape Ousseinou Diallo, RFM. Évoquons à présent cette énorme saisie de billets noirs d'une contre-valeur de 3 milliards de francs CFA, saisie par les éléments de la brigade de recherche de gendarmerie de Keur-Massar. Ils ont arrêté 8 personnes, dont un enseignant et un chauffeur entre Keur-Massar et Thiès. Les personnes interpellées ont été déférées au tribunal de Dakar ce mardi, Aminata Ba. Les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Keur-Massar ont mis la main sur un lot de billets noirs en devises, des dollars estimés à 3 milliards de francs CFA, selon nos sources proches du parquet. Ils ont arrêté 4 personnes qui procédaient au lavage des billets noirs à Keur-Massar. Au cours de l'enquête, les agents de la brigade de recherche de la gendarmerie de Keur-Massar ont encore interpellé 2 autres personnes à Thiès. Ces dernières étaient dans la recherche d'un technicien capable de laver 2 milliards de billets noirs. Les 6 malfaiteurs arrêtés sont déférés au tribunal de Dakar où ils vont faire face au procureur. Pour rappel, en début du mois de décembre, la brigade de recherche de la gendarmerie de Keur-Massar avait saisi 2 milliards de francs CFA. Aminata Ba, Keur-Massar, Radio Média. À 12h04, venons-en au phénomène de l'émigration clandestine qui reste toujours d'actualité. 10 pirogues de pêcheurs et plus de 1500 personnes ont disparu en mer depuis plus de 2 mois, d'après le président national des quais de pêche du Sénégal. Pierre Mboup souligne que les recherches n'ont rien donné jusqu'ici. Il alerte les autorités sur cette situation. Écoutons Pierre Mboup au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Il y a une pirogue de Bargny qui transportait 173 personnes. Cela fait presque 2 mois qu'elle est introuvable. Une autre pirogue partie de Mbour avec à son bord une centaine de personnes. La même chose. Il y a aussi une pirogue de Kayar avec 80 personnes, une pirogue de Thiaroye, une pirogue de Yarar, une pirogue de Saint-Louis, une pirogue de Joal, une pirogue de la Casamance. Bref, au total, 10 pirogues sont toujours introuvables en mer depuis longtemps, 1 mois et demi, voire 2 mois. Et pour le nombre de personnes, cela fait plus de 1500 personnes portées disparues. C'est trop. Nous avons alerté les autorités pour des recherches avec les services des marines sénégalaises, bissau-guinéennes et capverdiennes, mais toutes les recherches restent infructueuses. Nous avons perdu beaucoup de pêcheurs qui tentaient l'immigration irrégulière, mais souhaitons simplement que les 1500 personnes à bord de ces 10 pirogues soient retrouvées saines et sauves.
Et puis nous reparlons des dysfonctionnements sur la chaloupe Dakar-Gorée, à l'origine hier du coup de colère des parents d'élèves de l'école Mariama Ba qui avaient retenu leurs enfants sur la terre ferme. Alors, cette promesse des autorités, une nouvelle chaloupe est attendue en début janvier et de l'année prochaine. Conséquence, les élèves ont repris le chemin de l'école. Mohamed Ali Mouba. Ce matin, le site d'embarquement et de débarquement de la liaison Dakar-Gorée grouille de monde. Les équipes techniques de Kumba Kassel sont là, tous les services d'appui de la chaloupe à la manœuvre pour assurer la desserte Dakar-Gorée. Sur la terre ferme, les élèves de l'école Mariama Ba sont de retour. Voilà qui finit bien la crise ou presque. Maguette Sy, le président de l'association des parents d'élèves de l'école Mariama Ba. Les autorités du port, en la personne du directeur général, nous a assuré que le Kumba Castel qui est actuellement en action était assez sécurisé pour assurer le transport des usagers. Donc, dans des meilleures conditions. Alors, nous aussi considérant que nos filles doivent aller à l'école et que les évaluations se pointent à l'horizon, nous avons estimé qu'il était donc opportun de les laisser rejoindre l'école ce matin. Hier, les parents d'élèves de l'école Mariama Ba ont refusé de laisser leurs filles embarquer pour l'île. Les chaloupes sont trop vieilles pour assurer une desserte en toute sécurité, c'est justifié Maguette Sy, le président de l'association des parents d'élèves. Le même jour donc, il a été reçu par la direction du port et des promesses fermes ont été données. Le directeur général du port qui nous avait rejoint nous a dit qu'un bateau spécialisé dans le transport de ce type d'engin était en train d'être démarché pour donc faire venir la chaloupe au port de Dakar. Une nouvelle chaloupe de 450 places est attendue à Dakar le 10 janvier prochain, mais l'association des parents d'élèves attend de voir pour croire, car une annonce a été déjà faite dans ce sens en 2018. Et puis, vous l'avez bien noté, depuis 72 heures maintenant, une couche de poussière très dense couvre le ciel. Un temps qui n'est pas propice pour les activités de pêche. D'ailleurs, certains pêcheurs ne vont plus en haute mer. Le risque est trop grand. D'autres ont tout bonnement décidé de rester sur la terre ferme et ceci entraîne une perte de revenus. C'est un reportage à Soumbédioune réalisé par Boubacar Dian. De loin, l'on aperçoit le drapeau rouge hissé très haut. Le message est clair, il est dangereux d'aller en mer et pourtant, certains pêcheurs viennent juste de débarquer. Aujourd'hui, à Soumbédioune, beaucoup de pirogues sont restées à quai, témoigne Olivier Gomis. Il est pêcheur. Le drapeau rouge veut dire qu'il y a danger, il ne faut pas aller en mer. Ces pirogues qui viennent juste d'arriver pêchent à 5-6 km d'ici, mais celles qui vont à 100 km au large ne sont pas parties en mer aujourd'hui. Il y a de la poussière dans l'air. En plus, cette poussière est très nuisible pour les asthmatiques. Vous savez mieux que moi qu'en mer, il n'y a pas d'hôpital. Depuis la berge, le champ de vision ne dépasse pas les embarcations qui mouillent à quelques minutes de nage. La nappe de poussière réduit la visibilité, mais les rares pêcheurs qui prennent le risque ont bien des astuces pour parer au danger. Moudoufal cumule une vingtaine d'années d'expérience. Même si la visibilité est réduite, on a des repères. Avec l'expérience aussi, grâce à la direction du vent, on peut s'orienter. Des accidents, il y en a souvent en mer, mais c'est de plus la nuit. On ne voit rien du tout. Dans sa note du 18, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie informe que la nappe de poussière va se densifier d'ici mercredi 20 décembre, un mauvais temps qui cause un énorme manque à gagner chez certains pêcheurs. Le panier de la ménagère risque aussi d'en pâtir. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Souleymane Niang. Les impactés de l'autoroute Dakar-Saint-Louis crient leur colère, déguerpis de leurs champs dans la zone des Niayes. Ces agriculteurs sont dans le désarroi parce que, disent-ils, l'État n'a toujours pas réagi pour payer les impenses. En plus, le plan de réinstallation n'a pas été respecté. Ils se sont retrouvés à Keur Mbir Ndaw pour dénoncer la situation. Reportage, Cher Anta Diop.
Les agriculteurs de Kermbirndao, Diender, Kayar, entre autres, sont toujours dans le désarroi depuis quelque temps. Des centaines de champs seront dévastés à cause du passage de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. Maud Mbang, le secrétaire général du collectif des impactés de Kermbirndao. L'autoroute Dakar-Saint-Louis, qui passe en grande partie sur le littoral, est un projet ambitieux. L'autoroute est passée au cœur de la zone des Niayes, appelée le grenier du Sénégal, par le président de la République. Présentement, après les séances de conciliation, des hommes dérisoires sont proposés aux populations impactées, ce qui justifie le non-respect des droits des populations impactées. Ces agriculteurs se désolent de la situation. Pour eux, jusqu'ici, le plan de réinstallation n'a pas été respecté. De ce fait, la population, par le biais du comité d'urgence et de veille, rappelle aux autorités de respecter leurs engagements situant dans le PAR, le plan d'action et de réinstallation, validant le projet avec la BAD, Banque africaine de développement. D'où la colère des agriculteurs et éleveurs de la zone des Niayes qui considèrent cette attitude comme un mépris à leur égard. Une partie de la population est en désaccord total avec les propositions de conciliation, tandis que d'autres parties signent la réclamation faute de mauvais constats. Pour défendre les intérêts des populations impactées, le collectif reliant Dakar-Saint-Louis a introduit des notes d'information au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. 12h12 à Thiès. La CNTS de Mody Guiro sort vainqueur des élections de représentativité syndicale tenues le 12 décembre dernier. Elle perd du terrain toutefois au profit de centrales telles que l'UNSAS de Madame Bassok et la CNTS FC dirigée par Cheikh Diop. Ces centrales se classent respectivement 2e et 3e des élections. Une bonne percée synonyme de victoire dans les deux camps. Anna Rocha. Les urnes ont parlé. La CNTS dirigée par Mody Guiro reste la première force syndicale du pays. Pourtant, cette année, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal a réussi à réduire considérablement l'écart. 1948 voix séparent l'UNSAS, 2e de la CNTS. Pabounama Diallo est le chef du dialogue social de l'Union. Certains pensaient que l'UNSAS avait atteint ses limites du point de vue organisationnel. C'est méconnaître véritablement l'UNSAS, son secrétaire général national, à qui je rends un hommage, à tous les militants pour avoir participé de la façon la plus brillante, la plus engagée, donc à ces compétitions qui nous ont permis de réaliser ce sport. Dans l'histoire donc de l'UNSAS, on n'a jamais pu atteindre ce niveau. Juste derrière l'UNSAS, il y a la CNTS, force du changement. La centrale gagne non seulement en rang, mais aussi en pourcentage. Une grande satisfaction pour son secrétaire général, Cheikh Diop. Mais si vous redescendez sur les 2 premières éditions des élections, vous constaterez que cette progression est constante. De 2011 à 2017, nous avons progressé de 3 points. De 2017 à 2023, nous avons progressé davantage, jusqu'à 15% au lieu de 10% que nous avions. Cela veut dire que la CNTS Force du Changement est le seul courant syndical ascendant. Cela, nous le devons aux travailleurs, mais cela également doit nous engager davantage aux côtés des travailleurs dans la prise en charge des revendications des travailleurs. Les élections du 12 décembre dernier étaient les 3e élections de représentativité des centrales syndicales après celles de 2011 et 2017. Malgré quelques manquements, les centrales se désolent surtout du taux de participation jugé très faible, moins de 30%. Tout autre chose maintenant, un responsable de l'église sénégalaise apporte des précisions par rapport à la décision annoncée hier par le pape François de bénir les couples de même sexe. Le curé de la paroisse Saint-Charles de Baromé de Gorée déclare que le souverain pontife n'autorise nullement le mariage homosexuel. La position de l'église sur l'homosexualité reste et restera la même. Ce phénomène est banni. Abbé Alphonse Biram Ndour est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Beaucoup de gens pensent qu'en réalité, en signant cela, le pape bénit le mariage des homosexuels, alors qu'il ne s'agit nullement pas de cela. Et quand on prend le soin de lire justement l'exhortation, on se rend compte que ce que dit le pape est loin de ce que émotionnellement beaucoup de gens pensent en parlant du mariage homosexuel. La bénédiction dont il est question est à distinguer de manière très claire de ce que l'on appelle le mariage chrétien, parce que la doctrine de l'Église, en ce qui concerne le mariage chrétien, c'est un homme et une femme. Donc, en ce qui concerne la doctrine de l'Église, rien ne change. Par contre, il faut retenir, c'est que, en parlant de bénédiction, le pape engage les pasteurs que nous sommes à prier pour que ces gens qui sont dans ces situations
irrégulières puissent bénéficier de la grâce, puissent bénéficier des arts de la grâce. Quand on fait la traduction du mot en langue vernaculaire, j'ai entendu dire que désormais le pape bénit le mariage homosexuel, mais il ne s'agit pas de bénir un mariage contre nature, mais plutôt de prier pour les gens qui sont introduits dans cette situation, que l'Église voudrait que ces derniers puissent aussi se convertir. Donc cela veut dire que la position de l'Église par rapport au mariage homosexuel reste la même, ne change pas? La position de l'Église ne change pas et ne peut pas changer dans ce sens-là. Alors on comprend que beaucoup de lobbies, beaucoup de personnes qui sont peut-être contre l'Église et qui cherchent coûte que coûte à déstabiliser l'Église aillent dans tous les sens. Mais la position de l'Église, la position doctrinale de l'Église ne changera jamais en ce qui concerne le mariage. Abbé Alphonse Biram Ndour, curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Gorée. Les Daras de Touba, toujours honorés dans les concours de récital de Coran au niveau national et international. Ces distinctions, selon les acteurs, sont le résultat du travail acharné des maîtres coraniques, des parents et des apprenants. Reportage Pape Mbaye Diao. Dans ce Dara à Darou Marnan, Modou Diop est assis sur une chaise entouré de plus de 60 apprenants, les yeux rivés sur le livre saint. Selon ce maître coranique, la réussite des élèves de Touba au concours de récital du Coran est due à l'implication de tous les acteurs. Ici, à Touba, les populations croient à l'enseignement du Coran. Les maîtres coraniques sont très actifs. Les parents d'élèves jouent un rôle important dans le système. Serigne Khali Diakhaté tient son Dara à Darou Khoudoss. D'après le représentant de la Ligue des écoles coraniques section Touba, le secret se trouve sur le modèle d'enseignement initié par Cheikh Ahmadou Bamba et son attachement au livre saint. Secret a jeté les bases solides de l'enseignement coranique. Tout le monde connaît son attachement au Coran. Mambala Gueye a son Dara à Darou Salam. Selon lui, les maîtres coraniques ont favorisé les résultats obtenus aux différents concours. Les maîtres coraniques méritent des félicitations. Ce sont eux qui éduquent et qui encadrent les apprenants. Ils jouent un rôle important dans le système éducatif. Depuis quelques années, les apprenants sortis des écoles coraniques de Touba s'illustrent de fort belle manière dans les concours nationaux et internationaux de récital du Coran. Les maîtres coraniques rencontrés parlent de l'implication des acteurs et aussi la baraka de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. Une note d'économie pour clore la première partie de cette édition. En 2022, la balance des paiements du Sénégal a été déficitaire, soit 20% de déficit courant. Cela est dû à la série de chocs que le monde a connus, également aux importations, notamment de services dans le cadre des projets pétroliers. Les projections prévoient un déficit, mais la bonne nouvelle est que cela va être corrigé en 2024 avec l'exploitation pétrolière et gazière. Le Sénégal va passer de 20% de déficit au courant en 2022 à 5 ou 6% l'année prochaine. Ahmadou Al-Aminou Lo, directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, est au micro de Boubacar Dian. Alors la balance aussi a été fortement impactée. Et il faut le reconnaître par négativement, mais de façon, on va dire, bénéfique par les investissements qu'il y a depuis 4 ans sur le développement des projets pétroliers et gaziers, avec une bonne dose d'importation de services pour développer les projets de GTA, Grande Tortue Arméa, et de Sangomar qui rentreront en production en 2024. Pour l'année 2023, nous projetons un déficit de la balance compte tenu des développements des projets pétroliers qui se poursuivent, mais aussi des chocs que nous continuons à avoir sur l'économie mondiale. La projection à partir de 2024 avec l'entrée en production des gisements pétroliers et gaziers qui vont fortement impacter les exportations au Sénégal, mais aussi fortement impacter ce qu'on appelle la balance courante. Nous allons passer de 20% de déficit courant en 2022 à environ 5 ou 6% en 2024, grâce, il faut le dire, donc aux exportations de pétrole et de gaz. C'est dire qu'il y a au niveau de l'orientation de la dynamique de notre balance des paiements, une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour que le Sénégal puisse être dans ce chemin vertueux d'un déficit budgétaire maîtrisé, mais également d'un déficit courant qui soit soutenable pour qu'on puisse continuer à bénéficier de la confiance des investisseurs.
Le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal s'exprimait en marge de la 16e édition de la journée de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal, notamment la balance des paiements et la position globale du gouvernement pour l'année 2022. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Guinée, le bilan de l'incendie d'un dépôt d'hydrocarbures à Conakry a évolué. Il fait état de 14 morts et 190 blessés. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, a appelé les Guinéens à la solidarité et à la prière pour la nation en ces moments de dure épreuve, en attendant les enquêtes diligentées par le gouvernement pour connaître les causes exactes de l'incendie ainsi que le bilan humain et matériel du drame. Le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles et a demandé aux travailleurs du secteur public et du secteur privé de rester chez eux dans le Grand Conakry, comprenant la capitale et ses environs. Le sinistre est survenu dans la nuit de dimanche à lundi au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry. Le conflit soudanais, les paramilitaires se sont emparés hier de la ville de Roufa. Ils ont aussi fait de nouvelles incursions dans la ville de Ouad Madani, toutes deux dans l'état d'Al Jazeera, jusque-là épargnées par les hostilités Sodatia. Vendredi, les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont gagné Ouad Madani, à 180 km au sud du Khartoum, qui était devenu un refuge pour de nombreux déplacés fuyant les combats dans la capitale. À mesure que les combats progressent, les habitants fuient la zone. D'après l'ONU, Ouad Madani, le chef-lieu de l'État d'Al Jazeera, compte plus de 270 000 personnes ayant besoin d'aide et constitué jusque-là un hub humanitaire. Selon des témoins qui se sont confiés à l'AFP, les paramilitaires y ont établi dimanche une base militaire avant de s'emparer lundi de Roufa, à 40 km de Ouad Madani. Selon les mêmes sources, les forces de soutien rapide ont pris le contrôle du quartier général de l'armée, du bureau de la police et de l'hôpital après un affrontement qui a duré 1 heure. Dans une déclaration sur X, les paramilitaires ont affirmé avoir pris le contrôle, entre autres, de la première division d'infanterie de l'armée à Ouad Madani. L'armée a pour sa part assuré que la situation sécuritaire de l'État d'Al Jazeera s'est stabilisée, appelant les habitants à ne pas quitter leur maison. Sur un autre front, cette fois dans la vaste région du Darfour, une source militaire a dit à l'AFP que l'armée avait frappé l'aéroport de Niala, deuxième ville du Soudan, ainsi que les bâtiments de la 16e division d'infanterie que les paramilitaires ont dit avoir pris en octobre. La même source a ajouté que la base Al-Zourk des forces de soutien rapide, principal centre de ravitaillement, a été bombardée. Le collectif des avocats d'urgence a indiqué dans un communiqué qu'un bombardement avait touché des quartiers peuplés lundi, après un autre jeudi mené avec des barils explosifs, tuant 10 personnes et faisant 37 civils blessés. Selon l'ONU, le conflit déclenché entre le chef de l'armée et le général Abdel Fattah al-Burhan et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des forces soutien rapide, a fait au moins 12 000 morts et plus de 6 millions de déplacés dans ce pays d'Afrique de l'Est, selon l'ONU. Les élections générales en République démocratique du Congo. La campagne électorale a pris fin hier. Près de 44 millions d'électeurs sont attendus aux urnes demain mercredi pour élire leurs présidents, leurs députés nationaux et provinciaux et pour la première fois leurs conseillers municipaux. Pour la présidentielle, ils étaient au départ 26 candidats, mais à quelques heures du scrutin, ils ne sont plus que 19, dont le président sortant Félix Tshisekedi. Hors du continent, aux États-Unis, le gouverneur du Texas a signé hier une loi autorisant les forces de l'ordre de l'État à arrêter les personnes soupçonnées d'avoir traversé illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il confère ainsi aux agents locaux des pouvoirs longtemps délégués au gouvernement américain. La loi connue sous le nom de SB4 va entrer en vigueur en mars et va créer un nouveau crime d'État pour l'entrée illégale dans le pays. La guerre au Proche-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU a à nouveau attendu sur une résolution ce mardi, une résolution
négociations pour un cessez-le-feu. Le vote était initialement prévu hier lundi en Chine. Un séisme fait plus de 110 morts et de nombreux blessés. Il a aussi causé d'importants dégâts, faisant s'effondrer des maisons et poussant les habitants à rejoindre les rues. Les équipes de secours sont à la recherche de survivants dans les décombres. Le tremblement de terre s'est produit à environ 1300 km au sud-ouest de Pékin, dans la province de Gansu et près de la frontière avec la province de Qinghai. Il a été suivi par de nombreuses secousses, mais moins importantes. Merci, Georges Détier Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Au lendemain des élections générales de représentativité des centrales syndicales et de la publication des résultats définitifs des dites élections, nous serons avec M. Alioune Fall, chef de la division négociations et relations professionnelles au ministère du Travail, et Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS, pour débattre des défis et perspectives du mouvement syndical. RFM Sport. L'actualité des sports. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Lutte avec frappe, le B52 défie un jeune lutteur et champion d'Afrique. Il s'agit bien de Reuk, le lutteur de Thiaroye-sur-Mer, qui va donc croiser le fer avec Serigne Dia Bombardier, qui est l'un des lutteurs les plus expérimentés de l'arène, avec une présence qui a presque duré 20 ans. Comment faire bouger Serigne Dia Bombardier, comment l'affronter, mais également quelles sont ses forces et faiblesses. Lui, le B52 de Mbour, Malik Chandoum, nous le présente en vue du combat prévu le jour du 24 décembre. Ça fait plus de 2 décennies qu'il est dans l'arène. Alors Bombardier a à son actif 28 combats, 19 victoires, 9 défaites. Il est l'un des rares lutteurs à avoir été 2 fois roi des arènes. La force de Bombardier, c'est d'abord son mental d'acier, son mental à toute épreuve, mais également son expérience qui lui permet de faire face à n'importe quelle situation. L'autre atout de Bombardier, c'est son physique. C'est quelqu'un qui a un physique assez impressionnant et depuis qu'il a commencé sa carrière, c'est un lutteur qui garde le même physique, le même poids de forme et c'est quelqu'un également qui est une force de la nature. L'autre atout que Bombardier a, c'est sa frappe qui est assez lourde et qui est crainte par beaucoup de ses protagonistes. Donc sur le plan de la bagarre, c'est quelqu'un qui a des atouts non négligeables à faire prévaloir. Sur le plan de la lutte pure, il a également des atouts, mais son défaut principal, c'est sa fougue qui souvent lui a porté préjudice dans les combats. Parce que Bombardier n'aime pas être touché. À chaque fois, il a tendance à riposter, à vouloir marcher sur l'adversaire. Ligue 1, le Casa Sport veut quitter la zone rouge. Après la première victoire de la saison de l'équipe de Ziguinchor, c'était dimanche passé face à l'équipe de Génération Foot. Les Verts et Blancs veulent désormais quitter la zone rouge et cela passe par enchaîner les succès et engranger des points pour quitter le bas du classement sur le Tcham. Une victoire tant attendue depuis le début de la saison. L'équipe Fagnon de Ziguinchor a rassuré ses supporters en disposant de Génération Foot. Siaka Bodian, le manager général de l'équipe, revient sur ce succès du Casa Sport. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, cette première victoire, nous le considérons comme étant un soulagement pour le club, pour l'ensemble du club, parce que c'était des moments très pénibles de devoir enchaîner pratiquement 7 matchs sans victoire. Ça commence à devenir pesant. Donc, c'est d'abord un ouf de soulagement que nous avons lancé. Et après de considérer que bon, de toutes les manières, ça devait arriver un jour ou l'autre, nous y croyons fermement. Et c'est pourquoi quand c'est arrivé, nous avons dit que voilà, c'est enfin arrivé. Il va falloir maintenant s'appesantir là-dessus et envisager la suite. Après 5 défaites de nul, cette victoire va sans nul doute être le déclic. En tout cas, c'est ce que pensent les dirigeants du Casa Sport. C'est que nous avons gagné devant Génération Foot, qui est également un monument de notre championnat, qui est le champion sortant. Donc ça augmente un peu à la confiance
confiance que l'équipe devrait avoir en elle pour envisager la suite du championnat. Et c'est pourquoi nous osons croire que cette victoire-là, après avoir été un véritable soulagement pour le club, pourrait effectivement constituer un déclic et permettre au Casa Sport de lancer définitivement sa saison en enchaînant avec les matchs à venir avec des victoires évidemment. Toutefois, cette victoire ne sort pas l'équipe fagnante de Ziguinchor de la zone relégable. Le Casa Sport reste bon dernier avec 5 points, mais un succès lors de la 9e journée face à l'Ice Pekin pourrait extirper les Verts de la zone rouge. Pour finir, Suleiman, avec les quarts de finale de la Ligue Cup en Angleterre aujourd'hui, Everton contre Fulham, Chelsea de Nicolas Jackson joue contre Newcastle. En Italie, on joue également les 8e de finale de la Coupe d'Italie. Naples joue contre Frosinone ce soir. Merci Malal Junior Diagne. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Affaire Ndiaga Diouf, la place de Barthélemy n'est pas menacée à la mairie de Dakar. Selon le journal Besbi Le Jour, Barth peut dormir du sommeil du juge et il peut même aller déférer à la convocation du juge suprême le 22 décembre prochain et pour cause, son poste de maire de la ville de Dakar n'est nullement menacé. Condamné à 6 mois ferme pour cause et blessures en appel, la peine même si elle est confirmée n'aura aucune incidence sur sa béquille. En fait, mon confrère, le journal Besbi Le Jour note que les articles 135 et 140 du Code général des collectivités territoriales le rassure sur son mandat de premier magistrat de la ville. Même cas que Sonko, lui aussi, souvenez-vous, épargné par la corruption de la jeunesse. En attendant, son mentor ou allié, c'est Selon, pose magistralement sur la une du journal Enquête. Carte sur table avec Khalifa Sall qui s'offre les honneurs de la tribune du journal. D'emblée, Khalifa rassure son monde, je ne fricote point avec le pouvoir en place. Si je le voulais, je le rêvais depuis très longtemps. Je fais focus sur ma candidature et de rappeler que ce n'est pas lui qui a créé les querelles entre lui et Yewi Askanui et de lâcher. Par ailleurs, je suis loin d'être isolé. Que comprendre? Avec qui discute-t-il? Que mijote-t-il? Le journal n'a pas insisté. Visiblement, l'interview s'est faite sur la base de questions par correspondance. Autre point faible de cette interview, aucun mot non plus sur les relations présumées difficiles avec le président Sall, évoqué ça et là. Qu'à cela ne tienne, nous allons avancer avec l'autre sujet qui occupe le devant de la scène. La question de la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Aïb Dafé et son mandataire, ragaillardi par la dernière décision du tribunal hors classe de Dakar, s'est rendu hier encore à la DGE pour demander ses fiches de parrainage. Il en est revenu bredouille pour la énième fois et les alliés d'Ousmane Sonko pressent Macky Sall de faire respecter les décisions de justice. La COS et le F24 rappellent au président la nécessité pour l'État du Sénégal de se conformer aux droits. L'agent judiciaire de l'État, lui, ne se presse pas. Il a reçu la décision de justice du tribunal hors classe de Dakar. Yoro Moussa Diallo et compagnie ont succombé, mais il ne dépose toujours pas le recours. En attendant, le temps presse. L'autre partie, Ousmane Sonko, et l'équation de la forclusion dans les parrainages. Date butoir le 26 décembre. Et Walfatri est comme sceptique pour certaines candidatures. D'ailleurs, Khalifa Sall, Ousmane Sonko et même Karim Wade, ça risque de bloquer. Le journal note que ce sont des candidats en sursis, mais Soursa ne partage pas visiblement cette vision. Le temps est au préparatif au PDS pour accueillir Karim. Le journal a effectué un tour du côté de la permanence. Omar Lamid Batchi du PDS. Sur place, le journal constate qu'on se prépare à sortir le tapis rouge pour Karim Wade. Et pour commencer, le bâtiment de la permanence a été rénové. Pas de souci avec les 138 milliards d'amendes non plus. Enquête, lui, est considérée encore par le comportement suiviste du Parti socialiste et de l'AFP. En quelques années, note le journal, ils sont passés ces partis politiques de force de proposition à partir de contribution. Après analyse, le journal finit par conclure par une note peu optimiste. Le maintien d'une candidature de la paire au profit de Benno Bokeyaka risque à terme, selon le journal, de couper les directions de l'AFP et le Parti socialiste de leur base militante qui réclament leur propre candidat. À la une du journal Sud Quotidien, la grève des concessionnaires du nettoiement. Dakar envahi par les ordures. Depuis le vendredi 15 décembre 2023, des tas d'immondices jonchent certains trottoirs, artères et points de collecte des déchets solides ménagers de Dakar et sa banlieue. Aucun camion de ramassage des ordures n'a été aperçu dans les circuits habituels de collecte. Le Sud Quotidien note que la grève du collectif des concessionnaires du nettoiement est passée par là. L'État promet toutefois 8 milliards dès ce mardi pour la levée du mot d'ordre. En guise
Guinée-Conakry. Cette explosion dans un dépôt d'hydrocarbures du port de Conakry, au moins 13 morts et 178 blessés selon le gouvernement. L'État du Sénégal a dépêché des pompiers pour aller épauler nos voisins. Et puis sport pour boucler CAN 2023 à jour J-25 où en est l'infirmerie des Lions. Sabali, Nampalis et Séni auront des Lions blessés. Sabali devrait être disponible pour le stage de préparation des Lions, opérationnel donc pour le début de la CAN. Nampalis pas sûr. Séni laisse planer un gros doute lui aussi sur sa participation à la prochaine CAN, note encore le confrère. Bonne nuit à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue, notre débat du jour sur le mouvement syndical au lendemain des élections générales de représentativité des centrales syndicales, élections dont les résultats définitifs se présentent comme suit. On a 5 centrales syndicales qui dépassent les 10%. Au devant desquels donc la CNTS avec 23,53% et ensuite nous avons l'UNSAS avec 21,44%, suivi de la CNTS FC avec 15,62%, la Confédération des syndicats autonomes 11,26% et la FGTSB avec 10,20%. 5 centrales syndicales sur 12. Nous allons discuter justement des perspectives et des défis qui attendent justement ces centrales jusqu'aux prochaines élections de représentativité. Et pour en parler, nous sommes avec monsieur Alioune Fall, qui est je vais me retrouver dans mes notes. Voilà. Je les retrouve. Alioune Fall, chef de la division négociations et relations professionnelles au ministère du Travail. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS. Lamine Fall, bonjour. Bonjour, monsieur Nia. Alors, je commence avec Alioune Fall pour tirer un peu les grands enseignements de ce scrutin. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, je pense sur nos antennes notamment, l'organisation de ces élections générales de représentativité, c'est un processus d'amélioration continue. Quelles sont les principales leçons que vous avez tirées, que vous allez essayer de capitaliser pour améliorer les prochains scrutins? Merci Souleymane. Comme vous le savez tous, on a eu hier, après la réunion de la Commission électorale nationale, les résultats qui sont issus des élections du 12 décembre 2023. Oui, avec des changements notoires. Comme vous l'avez rappelé, il y a une 5e centrale syndicale qui rejoint les 4 qui étaient sorties en 2017 et qui avaient dépassé le seuil des 10%. Cela veut simplement dire qu'on va avoir un groupe beaucoup plus étoffé, mais qu'on va avoir aussi plus de représentativité autour de la table de la négociation. Comme vous le savez, le défi de ces élections, c'est de pouvoir avoir autour de la table des interlocuteurs qui sont crédibles et qui peuvent valablement prendre des décisions ou bien négocier au nom et pour le compte des travailleurs. Vous conviendrez avec moi que si vous faites, si vous prenez le pourcentage obtenu par les 5, nous avons un seuil quand même assez représentatif de travailleurs qui fait que les 5 peuvent prétendre à toute légitimité qui leur permettent de négocier au nom des travailleurs. Le problème étant le taux de participation qui est de moins de 30%, c'est 29,1% sur les 316 000 travailleurs inscrits, seuls 91 906 suffrages ont été valablement exprimés. Je rappelle, on va se baser simplement sur les chiffres. En 2017, on avait 253 000 inscrits. En 2023, on a 316 000 inscrits. À partir de ce moment, on s'attendait à ce que cela se fasse ressentir un peu sur le taux de participation. En 2017, on a eu un taux de participation de 28,5% et en 2023, on a eu un taux de participation de 29,1%. Tout cela pour dire quoi?
Tout cela pour dire que déjà, on a un taux de participation amélioré. Mais nous sommes dans un type d'élection qu'il faut distinguer des élections politiques. Comme vous le savez, vous et moi connaissons durant les élections présidentielles législatives notre centre de vote, notre bureau de vote, parce que nous nous sommes inscrits directement et parce que nous avons produit un certificat de résidence. Nous sommes dans un type d'élection où le travailleur n'est pas inscrit individuellement. C'est l'employeur qui envoie des listes. Et vous pouvez vous trouver dans certaines entreprises qui ne sont pas fortement syndicalisées. L'employeur, même s'il envoie une liste, un travailleur peut ne pas savoir qu'il est concerné par ces élections-là. Donc, c'est des élections qui donnent un certain nombre d'engouements, surtout dans les entreprises qui sont fortement syndicalisées. Ce qui fait qu'on ne s'attend pas, a priori, à des taux de participation qui dépassent les 30%. Je pense qu'on peut faire les comparaisons avec les chiffres. On se rendra compte que l'enseignement à en tirer, c'est qu'on a eu un taux de participation qui est amélioré par rapport à 2017. Et la question du taux de participation aussi, c'est un défi qui était plus assigné aux centrales syndicales dans leur capacité de mobilité, dans leur capacité d'intéresser également les travailleurs sénégalais. Donc il est vrai que tant qu'on utilise ce mode de mesure de la représentativité et qu'on veuille avoir un fichier où tous les travailleurs sénégalais devraient figurer, on va organiser des élections tout en sachant qu'on n'a pas tous les travailleurs, mais on espère avoir un échantillon représentatif. Et on va organiser des élections qui vont donner un taux de participation à la mesure de l'intérêt que les travailleurs affichent pour les organisations syndicales et pour les centrales syndicales plus particulièrement. D'accord. Alors, le vainqueur de ce scrutin, pour ne pas dire le grand vainqueur, c'est la CNTS, dont nous avons avec nous le secrétaire général adjoint, M. Lamine Fall. Alors, votre réaction par rapport aux résultats que vous avez obtenus, vous sortez première centrale syndicale de ces élections, mais en recul par rapport à votre dernier résultat. Et après ça, peut-être nous direz-vous ce qui va changer pour vous d'ici pour ce mandat, j'appelle ça comme ça, d'ici à la prochaine élection. Merci beaucoup, M. Nior. M. Nior, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, effectivement, parce que ces élections étaient très, 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 très difficiles. Vous l'avez dit, à lui l'a rappelé, a essayé de l'expliquer par rapport au taux de participation. Je pense que fondamentalement, l'organisation a posé problème. Il faut dire que ces élections ont été donc organisées par rapport au contexte politique du pays que nous vivons tous. Mais aussi, il y a eu des problèmes au niveau des inscriptions, à lui l'a dit. Il y a eu beaucoup de difficultés. Les entreprises ont refusé d'inscrire les travailleurs. Nous avons fait le recours nécessaire, mais les instructeurs ont des limites pour donc que les gens puissent s'exécuter correctement. Dans la polarisation, la même chose. L'arrêté qui stipule que toute entreprise ou service qui a plus de 100 travailleurs, obligatoirement doit mettre en place un bureau de vote. Les préfets ont polarisé, suivant peut-être leurs moyens, ou je ne sais pas. En tout cas, on a eu beaucoup de difficultés de ce point de vue. La polarisation, c'est le regroupement des entreprises dans des centres des bureaux de vote. Les travailleurs dans les centres de vote et dans les bureaux de vote. L'arrêté est clair là-dessus, et effectivement, l'arrêté stipule que quand il y a 100 travailleurs dans un service ou dans une entreprise, il faut nécessairement y ait un bureau de vote. Mais il n'empêche que ça n'a pas eu d'impact sur les inscrits, puisque le nombre d'inscrits a augmenté par rapport à 2017. Je vais vous expliquer, ça n'a pas eu d'impact sur le nombre d'inscrits, mais le débat, ça a eu d'impact sur le vote. Parce que quand les gens ont été mal polarisés, mais ils n'ont pas d'engouement pour aller voter. Vous estimez que la CNTS a été victime de ces problèmes de polarisation et de respect ou d'application de la réglementation de la loi en matière d'installation des bureaux de vote? Tous les concurrents ont été impactés. Ah, d'accord. Tout le monde. Pour dire que le taux de participation, le faible taux de participation s'explique par tous ces aspects-là. Et tout le monde a été impacté. Certainement, la CNTS a été plus impactée fondamentalement parce que ça se passe dans les services, surtout dans les entreprises, et nous sommes plus présents dans le secteur privé. L'autre volet, la mise en place du matériel électoral. Le matin du scrutin, il y a des lieux de vote où il n'y a même pas encore de matériel électoral. Nous avons couru derrière les préfets, derrière le ministère,
pratiquement sur certains bureaux de vote jusqu'à 11h ou jusqu'à 13h, les gens n'ont même pas de matériel. Donc, tous ces couacs-là, regroupés, ont entraîné ce faible taux de participation. Il faut le dire. Maintenant, je pense que les perspectives, comme vous l'avez dit, en tout cas nous sommes dans une dynamique de consolider ce que nous faisons, donc consolider notre position, même si par ailleurs nous avons perdu du terrain, mais c'est normal aussi, nous sommes à notre 3e mandat. Les gens ne voulaient pas qu'on ait le 3e mandat, mais la question fondamentale, c'est que nous sommes dans un 3e mandat, donc c'est normal qu'on perde du terrain. Mais je pense qu'aujourd'hui, le défi fondamental, c'est de se réorganiser et donc de revoir comment reconquérir les bases que nous avons perdues. Et quels sont les grands chantiers que vous allez attaquer et quel rapport de force entendez-vous mettre en place vis-à-vis des autres centrales syndicales et surtout vis-à-vis des autres parties prenantes, le patronat et l'État? Je pense que ce qu'il faut préciser d'emblée, c'est que les autres syndicats ne sont pas nos concurrents sur le terrain aujourd'hui. Nous étions sur un vote, le vote est terminé. Et en tout cas, en tant que CNTS, nous pensons que nos défis tournent autour de 3 points. Le premier point, c'est le pouvoir d'achat des travailleurs, des populations d'une façon générale, mais aussi c'est les salaires qui posent problème au Sénégal. Nous avons aussi la protection sociale qu'il faut nécessairement étendre. Nous avons aussi les questions de formation dans nos structures, les délégués du personnel, mais fondamentalement, nous ne sommes pas dans une concurrence avec les gens. Je pense qu'il faut que nous étions concurrents pour un vote. Le vote est terminé parce que seule l'unité des travailleurs peut nous donner des victoires futures. Y compris dans les institutions de prévoyance maladie, de prévoyance retraite, etc., où quand même il y a des places à prendre dans les conseils d'administration, etc. Oui, je pense que nous étions dans ces conseils d'administration, au niveau du conseil économique, etc., mais aussi à l'IPRES, à la caisse. Mais nous serons toujours présents parce que nous sommes la première centrale. Vous ne vous sentez pas menacé? Non, mais c'est pas possible, parce que nous sommes la première centrale. Donc, nous serons toujours présents. Maintenant, quelle politique on mettra en place? Ça, c'est le ministère qui définira à partir donc des résultats les positions de chaque organisation. Justement. Et merci, je tenais à vous remercier, secrétaire général adjoint de la CNTS, Lamine Fall. Le gouvernement, l'État. Alioune Fall, le chef de la division des négociations et relations professionnelles au ministère du Travail. Quelle nouvelle configuration et quelle perspective de collaboration, d'interaction entre les différentes parties, l'État, le patronat et les syndicats, les centrales syndicales, envisagez-vous dans les années à venir, dans les mois à venir? Voilà, moi, je voudrais un peu rebondir avant d'en arriver à votre question sur... comme je dis, tout le processus est perfectible. Sur les questions de la polarisation, je voudrais rappeler que tous les bureaux de vote, en fait, tous les entreprises qui ont plus de 100 travailleurs ont pu abriter des bureaux de vote. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Le défi subsiste par rapport aux entreprises qui n'ont pas certificat. Et je rappelle que la polarisation est faite par le préfet sur proposition de la commission électorale départementale. Et toutes les centrales syndicales étaient présentes dans les commissions électorales départementales. Cela veut dire que même en tant que ministère, on laisse les parties prenantes faire la polarisation à partir de leur connaissance du monde du travail. Et oui, on a pu relever quelques couacs, mais je peux dire que sur plus de 1000 bureaux de vote, on a pu être interpellé sur une trentaine de bureaux de vote. Et j'estime que c'est assez marginal pour que cela puisse impacter la fiabilité et la transparence du scrutin. Les règles du jeu étaient ce qu'il était, et aujourd'hui on a tiré les résultats qui sont là. Maintenant, sur les perspectives, comme je dis, c'est heureux qu'il y ait une autre organisation qui s'invite, cela sera simple, mais surtout ce que nous espérons, c'est avoir des interlocuteurs crédibles. Parce que quand vous avez un certain nombre de centrales syndicales, il est très difficile d'en arriver à un dialogue fructueux. Et je pense que l'objectif de ces élections, c'est d'offrir au travail une représentation de qualité. Et à partir du moment
de ce moment, pour tout ce qui tourne autour de la représentation des travailleurs et des luttes que les travailleurs voudront mener, l'État du Sénégal, toujours fidèle à sa volonté d'avoir des interlocuteurs crédibles, encourage aujourd'hui les centrales syndicales à envisager d'aller vers des grands ensembles. Aujourd'hui, avec ces élections... Des alliances, des coalitions. Oui, avec ces élections, on a noté que certaines centrales se sont alliées autour d'une organisation pour en arriver là. Cela montre la voie. Et à partir de ce moment-là, si les centrales syndicales arrivent à parler d'une seule voix, ça ne sera que bénéfique pour les travailleurs. Pour le dialogue, les négociations. Merci. Merci. L'a précisé tout à l'heure. On était dans le cadre d'un vote. Le vote est terminé. Il appartient aux centrales syndicales qui sont sorties de conjuguer leurs forces pour défendre les travailleurs. Merci. Merci à Alioune Fall, chef de la division négociations et relations professionnelles au ministère du Travail. Je rappelle qu'on vous retrouvera tous les deux dans la version Wolof de ce débat dans moins d'une heure. Il est 12h50 et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. À la rédaction en chef, Elhaj Ndiogoudjen, chef d'édition Awambaï. À la mise en onde, Abdoulaye